Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir donc ces journées Incipit, qui rassemblent depuis une quinzaine d'années les médiévistes parisiens autour de l'actualité de la philosophie médiévale et qui est hébergée cette année par le Collège de France. Et je remercie chaleureusement Alain Libera pour l'hospitalité qu'il nous donne. Donc, ceux qui ont pris part à l'une de ces journées Incipit dans le passé ont pu constater que la formule a légèrement changé cette année, puisque plutôt que de multiplier les présentations de livres récents, nous avons choisi de nous concentrer sur deux tables rondes qui ont été réunies sous une même thématique, en liaison en partie avec le colloque qui a précédé, donc thématique intitulée « Penser l'hétérodoxie au Moyen-Âge ». Et ces deux tables rondes présenteront respectivement un travail éditorial en cours et une publication récente. Elles seront suivies ensuite de la traditionnelle conférence qui sera donnée cette année par Giorgio Agamben. Alors, avant de présenter le thème général de cette session, je signalerai quand même quelques publications récentes en philosophie médiévale, juste pour information. Vous pourrez venir consulter les ouvrages à la pause si ça vous intéresse. Donc je me suis restreint vraiment à ce qui a été publié au premier semestre 2015, et à tout seigneur, tout honneur, les fidèles du Collège de France le savent, mais il faut le rappeler, le premier volume des cours du Collège de France d'Alain de Libera viennent de paraître chez Vrin, où il propose donc cette enquête sur le long terme qui vise à mettre au jour les conditions médiévales de possibilité de l'émergence de la notion moderne de sujet. Chez Vrin encore, Christelle Trégaud a fait paraître un ouvrage intitulé « La liberté en acte, éthique et métaphysique d'Alexandre d'Aphrodise à Jean Dunscott ». Et là encore, sur une enquête qui court sur le long terme, je pense qu'on a vraiment ici des points communs entre ces travaux, c'est l'idée de long terme, dont on reparlera, je pense. Donc elle montre comment les transformations des réflexions métaphysiques sur la notion aristotélicienne d'acte donnent naissance à la fin du Moyen-Âge au concept d'action humaine libre dans un monde contingent. Livre de Christelle Trégaud. Puisque j'ai parlé de Dunscott, je signale que Olivier Boulnois a eu le courage insensé de se livrer aux commentaires suivis de ce qu'on appelle le principe d'individuation de Dunscott, et qui est un passage donc, de son commentaire des sentences, où Dunscott introduit ce problème de l'individuation avec cette notion clé de la distinction formelle et de l'échéité. Donc, pour ceux qui veulent enfin comprendre Dunscott, reportez-vous au petit commentaire d'Olivier Boulnois. Enfin, François Daguet propose une synthèse des théories politiques de Thomas d'Aquin, donc du politique chez Thomas d'Aquin, donc une synthèse qui, jusqu'à présent, n'avait pas été véritablement réalisée. Dans un genre tout à fait différent, Joël Biard est le directeur scientifique d'un collectif qui est paru chez Brepols, et qui est consacré à la tradition antique et médiévale des seconds analytiques. Donc le livre s'appelle « Raison et démonstration, les commentaires médiévaux sur les seconds analytiques ». Et l'ensemble des contributions donne une vision synthétique des transformations qui se produisent entre l'Antiquité et le Moyen-Âge autour de la question de la scientificité, des critères de scientificité. Qu'est-ce qu'une science? Quels sont les critères de la science? Et sur quels outils doit-elle reposer? Donc là encore, on a un exemple de transformation sur le long terme de notions antiques reprises et travaillées au Moyen-Âge. Enfin, toujours dans le cadre des réflexions médiévales sur les méthodes et les statuts des sciences, Irénée Caiazzo propose l'édition critique d'un texte important, le commentaire de Thierry de Chartres sur l'arithmétique de Boès, aux presses du Pontifical Institute of Medieval Studies. Et j'insiste vraiment, c'est un texte extrêmement important pour tous ceux qui s'intéressent, bien sûr, au XIIe siècle, à l'école de Chartres, au platonisme dans l'école de Chartres, mais aussi c'est un texte important pour appréhender les liens qui se tissent depuis Boès entre mathématiques et théologie. Et je crois que c'est un thème qui est magistralement traité par Thierry de Chartres. Donc il faut espérer que la publication de ce texte relancera un petit peu les études autour de cet auteur important et sous-estimé souvent. Alors j'en viens au thème de nos tables rondes, l'hétérodoxie. Donc la question de l'hétérodoxie au Moyen-Âge, c'est-à-dire la question de la possibilité ou de l'effectivité d'une croyance déviante, d'une pensée construite en opposition au dogme de l'Église catholique, est une question ancienne, mais qui a davantage intéressé les historiens que les philosophes proprement dits.
Alors, qu'il y ait de l'hétérodoxie au Moyen-Âge ne fait guère de doute. À partir du moment où il y a une norme culturelle ou intellectuelle, il est usuel qu'il y ait de la transgression de cette norme. Et on trouve toujours de la déviance là où il y a une norme. Donc il y a eu des hétérodoxes au Moyen-Âge dans les milieux populaires comme dans les milieux savants, comme l'attestent les condamnations académiques. Mais la question est plutôt de savoir de quelle nature était cette hétérodoxie et quels effets pratiques elle pouvait produire. Alors la première question, la question de la nature, a souvent été biaisée chez les historiens en raison de l'impact du livre de Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au Moyen-Âge. Alors même que Febvre cherchait à mettre au jour les conditions de possibilité sociale et intellectuelle de l'athéisme, il a souvent été lu à tort comme refusant toute forme d'hétérodoxie au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il faut donc souligner pour commencer que l'athéisme n'est qu'un cas extrême d'hétérodoxie qui probablement n'existe pas au Moyen-Âge, c'est une question qui est encore discutée, quaestio vexata, même si les conditions de possibilité conceptuelle de l'athéisme, sans doute, se mettent en place au Moyen-Âge. Alors, cependant, ce n'est pas cette question qui nous occupera aujourd'hui. La question que l'on essaiera de poser, mais qui en un sens se trouve aussi déjà chez Febvre, est de savoir comment des intellectuels, dont l'horizon social et culturel est constitué par une religion universaliste à visée sotériologique, donc selon laquelle il n'y a qu'une vérité et cette vérité est nécessaire au salut. Donc comment les intellectuels peuvent parvenir à penser l'altérité radicale de la croyance. C'est en effet en s'intéressant à la façon dont les philosophes, les théologiens, les écrivains médiévaux parviennent à penser une altérité qui, a priori, est perçue négativement, que l'on pourra comprendre comment ils parviennent à mettre en place les concepts clés qui déterminent notre modernité, quelle que soit par ailleurs la valeur historiographique de ce concept de modernité. Dans le cas d'une religion sotériologique comme le christianisme, la réflexion sur l'hétérodoxie est liée notamment à la question de savoir s'il est possible de faire son salut par d'autres voies que celles enseignées par l'Église, si l'erreur peut être vertueuse et digne de récompense. Alors, on le sait, la société médiévale a été qualifiée par Robert Moore, avec de sérieux arguments, comme une société de persécution, persecuting society. Certains médiévistes, comme Kerry Nederman, ont voulu, contre cela, exhiber des cas médiévaux de tolérance et de relativisme, de la même façon que certains ont cherché à opposer des cas d'athées médiévaux contre Febvre. Mais probablement c'est une démarche qui est en partie anachronique et probablement vouée à l'échec, puisque de toute façon exhiber une exception éventuelle ne permet pas de comprendre le fonctionnement global d'une société. Et pour cette raison, la table ronde d'aujourd'hui entend reprendre à nouveau frais ces questions en cherchant un peu à dépasser l'alternative entre persécution et tolérance pour essayer de comprendre comment se mettent en place, à travers les réflexions sur l'hétérodoxie, donc comment se mettent en place durant cette période les conditions de possibilité conceptuelle de certains concepts comme le relativisme, la tolérance, l'athéisme, etc. Donc, la table ronde commencera par la présentation d'un travail éditorial en cours mené par José Mérinos et Thomas Gruber et qui vise à éditer les fragments conservés d'une œuvre hétérodoxe attribuée à Thomas Scott. Donc, ils vont nous dire tout de suite qui est ou qui n'est pas Thomas Scott. Et ce projet sera ensuite discuté par Dragoș Calma. Dans un second temps, John Marenbon présentera son nouveau livre consacré à la perception médiévale du paganisme, et ce livre sera discuté ensuite par Pasquale Porro et moi-même. Donc je vous remercie et je cède la parole à la première table ronde.